Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de crimes, investigations, horreur et mystère. Mais avant de commencer à parler de crimes, investigations, horreur et mystère, je voulais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce spécimen, je me suis vraiment posé la question de si je devais faire ou non cette vidéo. Mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et d'un petit peu dérangé sur les bords, et ben je me suis dit pourquoi pas. Plus je lisais des choses sur cette affaire, plus j'étais choquée. Pas choqué, toi? En fait, de toute ma vie, je n'ai jamais été autant choquée par un tueur en série. Mais bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es aussi curieux et dérangé que moi, et c'est pour ça que je t'aime. Blague à part, pour ceux d'entre vous qui sont sensibles ou passibles d'être traumatisés par ce que je vais raconter, parce que c'est franchement horrible, je vous conseille d'arrêter cette vidéo. Elle n'est pas du tout adaptée pour les enfants, ni même les préadolescents. Donc voilà, c'est à vos risques et périls que vous continuez cette vidéo. Vous êtes toujours là? Bon, je vous aurais prévenu. Donc sans plus attendre, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de crimes, investigations, horreur et mystère. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, enfin pas nous, moi, parce que je suis toute seule. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Satan. Non pas ce Satan-là, Luis Alfredo Garavito Cubillos, aussi surnommé la Bestia, donc la bête en espagnol, à ne pas confondre avec la bête dans La Belle et la Bête, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est clairement pas une histoire Disney. En parlant de Disney, il était aussi surnommé Tribilline, aka Goofy. Donc ça, c'est super pour Dago, qui est du coup assimilé à ce monstre maintenant. Cet homme a marqué et traumatisé une nation tout entière. Meurtre, viol, torsion, fascisme, et aussi accessoirement gâchis de la nature ambulante. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons aller en Colombie le 25 janvier 1957 dans un paisible village où Manuel Garavito et Rosadelia Cubillos accueillent dans ce monde, dans la joie et la bonne humeur, un enfant, Luis Garavito. Le père de Luis était un alcoolique violent qui abusait tant physiquement que mentalement toute sa famille. Et voici le premier ingrédient pour faire un monstre. Quant à sa mère, c'est pas mieux. Elle ne montre aucune affection et est tout aussi violente physiquement que verbalement que Manuel. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se ressemblent, ça semble? Luis et ses frères grandissent dans une violence constante. Pour punir ses enfants, Manuel, le père, si vous suivez, a pour habitude de les attacher à une chaise et de les battre avec une petite branche d'arbre. Il battait également sa femme et on sait qu'il la battait même quand elle était enceinte. Et voilà un vrai connard! En fait, les enfants ont tellement peur du père que quand celui-ci rentre du travail, il se cache pour pas se faire casser la gueule. Donc voilà, nous avons ici une famille colombienne qui s'épanouit dans la joie et la bonne humeur. À cause des guérillas qu'il y a dans la région, Luis et sa famille sont obligés de quitter leur village et ils emménagent dans une autre ville. Là, dans sa nouvelle école, en fait, il est victime d'harcèlement, d'insultes et de moqueries de la part de ses camarades qui le battaient tout simplement parce qu'il portait des lunettes. En même temps, il n'avait pas beaucoup d'options. C'est-à-dire soit il voit et du coup il se fait casser la gueule, soit il ne voit plus, il ne porte plus ses lunettes, mais là du coup il peut se casser la gueule tout seul. En plus les profs ne faisaient rien pour l'aider, donc en fait il était seul face à ses agresseurs. Mais c'est de la merde! En CM2, son père le déscolarise et c'est pas pour l'emmener faire le tour du monde en caravane, non, c'est pour l'envoyer bosser pour apporter des sous à la maison. Bah oui, quand t'es alcoolique, on peut pas tout faire, hein. Tu peux soit être complètement défoncé, soit travailler, hein. Mais ça marche pas les deux ensemble, hein. Alors déjà que l'enfance de Luis n'est pas terrible, à partir de 12 ans, tout bascule et entre 12 et 14 ans, il se fait par un des amis de son père. L'homme le torture en le brûlant avec des bougies, en le mordant, en le coupant avec des lames de rasoir. Et ces traumatismes subis par Luis l'empêchent d'avoir une vie normale et ce jusqu'à l'âge adulte. Peu de temps après, Luis commence à tuer des animaux et ensuite à les disséquer, développant ainsi un goût intense pour la souffrance des autres. Alors si déjà tu trouves que c'est horrible, ce qui vient ensuite est encore pire. Durant la même période, Luis oblige ses petits frères et ses petites sœurs à dormir nus avec lui et s'ils refusent, en fait, il va les déshabiller pendant leur sommeil et va commencer à abuser d'eux. Voilà, je pense que Luis devient de plus en plus colérique et selon ses propres dires, il voulait se venger tout simplement de ce monde pour tout le mal qu'il lui avait fait. Et à l'adolescence, il abuse un enfant de 6 ans. À 14 ans, il se fait de nouveau violer
par un autre ami de son père. Non mais je pense très sincèrement que Manuel, tu devrais revoir ton cercle d'amis parce que c'est sincèrement une bande de dégénérés là. À l'âge de 16 ans, il retente de faire la même chose avec un autre enfant de 6 ans, mais les autorités sont alertées et en fait, le mec va déclarer aux flics qu'il voulait juste très légèrement abuser l'enfant et qu'il voulait juste lui faire un petit peu peur. Non, je vous jure que je déconne pas. Et la police le relâche. C'est bien, bravo! Il retourne à la maison et son père est extrêmement mécontent. Et alors là, tenez-vous bien, est-ce que vous êtes assis? Non, parce que si vous n'êtes pas assis, mais vous allez tomber par terre. Donc son père est extrêmement en colère, pas parce que Louis a essayé de quelqu'un, mais parce qu'il a choisi un garçon et pas une fille. Et à partir de là, Louis et Manuel se disputent et se battent constamment sur l'homosexualité de Louis. Et c'est à l'âge de 16 ans que Louis est définitivement foutu à la porte de chez lui. Donc je vous passe le reste des détails. Vous avez l'image d'ensemble de la violence dans laquelle cet enfant a grandi quotidiennement. Tout ce qu'il aura subi en fait jusqu'à son adolescence vont l'empêcher catégoriquement de tisser quelque lien que ce soit avec quiconque. Et cela va jouer un rôle considérable dans le monstre qu'il va devenir. Maintenant qu'il est à la rue, plus rien ne peut l'arrêter, plus personne ne sait ce qu'il fait, ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il est livré à lui-même et peut enfin laisser sortir le monstre qui sommeille en lui. Pourtant, à la fin de son adolescence, il trouve des jobs par-ci par-là et tout semble normal. Semble normal. Parce que rapidement, Louis commence à avoir des problèmes avec ses collègues, avec ses clients et même avec ses patrons. Dès qu'il peut, il commence une bagarre. La bagarre! Comme son père et tous les hommes de sa famille, il devient un alcoolique violent. Louis souffre de maladies telles que la psychose, la dépression et la paranoïa, probablement provoquées par les abus qu'il a subis dans son enfance. Dans les années 70 et 80, il continue à abuser de jeunes filles et de jeunes garçons et ses principales cibles sont les préados. En 1979, il a exprimé le sombre désir de vouloir mettre fin à ses jours. Il est donc interné et traité pour dépression, puis ensuite il reçoit un traitement contre la psychose. Mais bien sûr, il n'a jamais mentionné à ses médecins qu'il était attiré par les jeunes garçons. Il commence même à aller aux alcooliques anonymes et à l'église en parallèle de ses activités tout simplement horribles et il allait très fréquemment dans les lieux où les enfants se prostituaient. Toi, le week-end, tu vas au cinéma. Louis, lui, il a pas les mêmes activités, hein. Quelle horreur! Il faut vous mettre dans le contexte de l'époque en Colombie où régnait en fait une extrême pauvreté, la guerre, la violence quotidienne. Les enfants, pour la plupart d'entre eux, étaient orphelins et livrés à eux-mêmes. Ils étaient prêts à tout en fait pour avoir un petit peu d'argent, un peu de travail, une bouchée de pain, n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, le mec il va aux alcooliques anonymes, il va à l'église, il commence même à avoir des petites amies. Vous savez quand on vous dit de pas juger un livre par sa couverture ou que l'habit ne fait pas le moine, comme si tout cela ne suffisait pas, oui, on est loin d'avoir fini. Il commence à développer un très grand intérêt pour les études ésotériques, la lecture du tarot et le satanisme. Nice! Et comme tout le monde, il est fan de quelque chose ou de quelqu'un. Toi, par exemple, t'es peut-être fan de Taylor Swift ou de Drake. Et ben lui, c'est pas du tout ça, hein. Louis, de son côté, a commencé à être passionné par Hitler. Il a lu sa biographie et au lieu de se dire « Mais quel non, il s'est dit mais c'est super intéressant, il était fasciné. Normal. Il aimait beaucoup les concepts de génocide, fosse commune, camp de concentration. En même temps, vu les pratiques du mec, je m'attendais pas à ce qu'il soit fan de Mère Teresa ou de Gandhi. Et puis comme Hitler ça faisait loin, enfin vous avez compris, genre de l'autre côté de l'Atlantique, et ben il a commencé à être fan de quelqu'un d'autre, d'un autre comme lui, une autre personne aussi saine d'esprit que lui, Elias Delgado, qui était un vétéran de la guerre du Vietnam et qui a tout simplement assassiné 27 personnes, sa mère comprise. Alors pas la mère de Louis, hein, sa propre mère à lui, faut suivre les gars parce que ça devient compliqué. Ce fut une source d'inspiration pour Louis car lui, comment dire, il voulait mettre un terme au CDI de sa mère sur Terre, voilà, il voulait tout simplement transformer son CDI en CDD, voilà quoi. Puis on continue sur la voie de la bizarrerie, tant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Ok, let's go. Louis déclare qu'il peut entrer en contact avec le diable.
et qui lui a demandé de faire 2-3 petites choses pour lui. Alors vous imaginez bien que le Satan dans la tête de Louis lui a pas demandé d'aller au Leclerc et de lui faire 2-3 petites courses, non, il lui a demandé de tuer. Et Louis a accepté. Surprise! Tu vois la petite voix que t'as dans ta tête qui te dit de pas faire des mauvaises choses parce que c'est pas bien, parce que c'est pas moral, parce que ce n'est pas gentil et parce que tu vas peut-être blesser des gens? Et ben Louis, il a pas la même voix que toi, hein. Le 1er octobre 1992, il a sa première cible, un petit garçon qui vendait des cigares et des sucreries aux passants. Et en fait, Louis était tellement bourré qu'il était incapable de kidnapper le gamin. Il se fait arrêter par la police et là tu te dis Dieu merci, ce con s'est fait arrêter. Eh bien, les flics ne lui demandent même pas ce qu'il était en train de faire, ils lui ont tout simplement cassé la gueule, volé son argent, sa montre et l'ont foutu dehors. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant montre en fait que ce monstre est le fruit du milieu familial et social atroce dans lequel il a vécu. Une violence quotidienne et constante, tant normalisée par sa famille que par les autorités. Le 4 octobre 1992, quelques jours après sa première tentative de meurtre, Louis va tuer quelqu'un. Sa cible est un petit garçon de 13 ans. Il va lui promettre de l'argent entre 500 et 1000 pesos contre un travail. Et je vous passe les détails car le corps sans vie du petit garçon qui a été retrouvé était dans un état choquant et catastrophique. Louis ne s'arrête pas là, 6 jours plus tard, il assassinera un autre petit garçon de 12 ans. Et c'est à partir de là que Louis tuera et violera des petits garçons le plus fréquemment qu'il le pourra. Toutes ces victimes en fait sont similaires, entre 6 et 13 ans, et viennent de milieux extrêmement défavorisés. Et Louis utilisait ce désespoir pour leur promettre toutes les choses dont ils avaient besoin. Et là vous allez me dire, ok, le mec commettait des meurtres, mais personne ne cherchait ses enfants. Eh bien non, parce qu'en fait, ses cibles étaient très souvent des enfants de la rue ou des orphelins qui, malheureusement, ne manquaient à personne une fois qu'ils avaient disparu. Pour couronner le tout, il commettait ses meurtres en pleine journée parce qu'il avait peur de la nuit. Non, je déconne pas, ce mec réussissait à avoir peur de quelque chose. Louis continue de tuer et il tue tellement que lorsqu'il amène ses nouvelles victimes, celles-ci trébuchent sur les restes des anciennes victimes. Et selon ses dires, il prétend avoir fait un pacte avec le diable et que le sacrifice du sang était le prix à payer. Ce qui fait de Louis l'un des tueurs en série les plus terribles de l'histoire de la Colombie, peut-être même de l'histoire du monde. C'est l'atrocité dans laquelle les corps sans vie de ses enfants ont été retrouvés. C'est tout simplement indescriptible. Je vous avais prévenu que ça allait être horrible et cela va être de pire en pire. Donc c'est votre dernière chance pour quitter la vidéo. En plus de toutes les tortures qu'il inflige à ses victimes, il va aussi avoir recours à la nécrophilie. Quelquefois, il va même amener plusieurs victimes en même temps et les violera devant une audience complètement terrorisée d'enfants. Cela montre à quel point cet homme n'est fait que de cruauté et d'horreur indescriptibles. Il y a seulement 4 personnes qui ont réussi à s'échapper et à survivre à ce monstre. On estime que Louis a mutilé, torturé, violé et tué pas moins de 300 garçons et certaines estimations font monter ce nombre jusqu'à 400. Et là, je suis sûre que vous vous posez la même question que celle que je me suis posée. Comment c'est possible? Comment a-t-il pu commettre autant de crimes sans qu'il soit arrêté, sans que personne ne l'attrape? Alors, était-il plus intelligent que la police? Non, je pense pas. En fait, il a profité de 2 choses extrêmement présentes en Colombie à cette époque-là, la corruption et la pauvreté. Début octobre 1992, des garçons entre 6 et 13 ans commencent à disparaître, mais en raison en fait du climat permanent de guerre, de terrorisme et de violence qui règne dans le pays, personne n'y prête attention. Pour la plupart des victimes, il n'y avait même pas de rapport de police indiquant les disparitions. Et ce jusqu'en 1997, année à laquelle a été découvert une chose totalement atroce, une fosse commune comportant les restes de pas moins de 41 enfants. Compte tenu de la brutalité de ces meurtres, la police a d'abord pensé à une secte satanique. À aucun moment, les policiers ne se sont dit que cela pouvait être l'œuvre d'une seule et même personne. Le 25 janvier 1999, suite à un tremblement de terre, il y a eu de nouvelles découvertes de cadavres monstrueuses qui ont été faites. Et ce tremblement de terre a détruit un local où travaillait Louis. En fait, le mec s'était même pas emmerdé, quoi. Il avait enterré les cadavres là où il bossait. Toi, quand tu quittes ton taf, tu vas peut-être jeter les poubelles, et ben lui, il balançait un cadavre. Voilà. Sans savoir
savoir si c'était réellement Luis le coupable, le patron le dénonce car il savait qu'il avait des antécédents violents et alcooliques qui faisaient flipper en fait tout le monde. Mais le mec était tout simplement introuvable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il changeait souvent d'apparence en se faisant passer pour un homme politique, un fermier, un enseignant ou bien un homme d'église. Un homme d'église? Mais tu te fous de ma gueule? Non mais à ce niveau-là, autant se faire passer pour le p*** de Père Noël. Hein. Le 6 février 1999, la police découvre près de la ville de Palmyra encore 2 autres cadavres d'enfants. Un jour plus tard, ils découvrent un autre cadavre, mais cette fois-ci, l'arme du crime est présente sur les lieux. Ce s'est évanoui pendant qu'il commettait son crime avec une cigarette allumée à la main et en fait le champ de canne à sucre où il se trouvait a pris feu. Il s'est même blessé dans la foulée. Eh ben, c'est bien fait pour sa gueule. Il aurait pu brûler vif et il aurait rendu service à l'humanité. Dans la précipitation et en quittant la scène de crime, Luis a oublié de l'argent, des chaussures, des sous-vêtements, des lunettes et un petit carnet dans lequel était écrit l'adresse de sa copine de l'époque. En fait, ça me choque à chaque fois que je dis sa copine en fait. C'est pas possible que quelqu'un comme ça ait quelqu'un dans sa vie. Non mais t'imagines, genre toi tu sors avec quelqu'un et tu découvres ce que le mec fait pendant son temps libre. Les choses qu'il a laissées ont pu permettre aux autorités d'établir un profil. Enfin! Les lunettes ont pu leur indiquer que l'homme qu'ils recherchent est un homme d'âge moyen et qui est astigmate à l'œil gauche. Les chaussures leur ont indiqué qu'il boitait et qu'il mesurait environ 1m70. Grâce à ces informations, cela a permis à la police d'arrêter un délinquant sexuel âgé de 44 ans, Pedro Pablo Ramirez Garcia. Et non, c'est pas lui! Mais ça, la police le sait pas encore. Comme par hasard, Pedro boitait aussi. Non mais il y avait combien de chances quand même, les gars? Alors oui, c'est bien que ce délinquant s'est fait arrêter, mais ce n'est pas lui le vrai monstre horrible, atroce, dégueulasse, merde que la police recherche. Et pourtant, la police était sûre d'avoir attrapé le bon con. Tout le monde était satisfait jusqu'au moment où les enfants ont commencé à disparaître de nouveau. Et maintenant, on fait entrer en scène un homme extrêmement important, Aldemar Durán, et qui est le premier à suspecter Luis Garavito. Dès qu'il a réussi à entrer en contact avec la sœur et la petite amie de Luis, ils ont tout de suite relâché Pedro. Ouais, alors ils auraient pu ne pas le relâcher, l'autre connard non plus, hein. Et la chasse à l'homme commence. Dans une valise noire qu'il laissait soit chez sa sœur, soit chez sa meuf, Luis en fait mettait les photos qu'il découpait sur les cartes d'identité de ses victimes. Il gardait les tickets de caisse des trucs qu'il achetait pour commettre ses crimes. Et il y avait aussi des petits cahiers sur lesquels il détaillait en fait tous ces meurtres. Quand la police a demandé à la meuf de Luis où est-ce qu'il se trouve, elle n'en avait aucune idée car ça fait des mois qu'elle l'a foutu dehors parce qu'il était violent et alcoolique. Mais elle a donné à la police la petite valise noire sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je me dis, mais la meuf, à aucun moment elle a regardé. Il y avait peut-être un cadenas dessus ou je sais pas, mais je sais pas, genre le mec laisse un truc comme ça chez toi, t'as pas envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein? Vous imaginez bien la tronche des flics quand ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et ça y est, la police en est sûre, Luis est le monstre, la bestia qu'il recherche. Le 22 avril 1999, un adolescent de 16 ans entend Luis en train d'essayer d'agresser un petit garçon de 12 ans. Courageux, il commence à balancer des pierres et réussit à prendre la fuite avec le petit garçon vers une ferme voisine. Luis est dans un état de colère monstrueux, suit les petits garçons. Eux, entre-temps, ils appellent la police. La police vient sur place, fouille toute la zone et devinez qui est-ce qu'ils trouvent dans une forêt juste à côté? Un mec qui se faisait passer pour un homme politique de la région. Mais là, les mythos de Luis ne prennent pas. Les policiers sont sûrs d'avoir trouvé la bestia. Une fois que les policiers étaient sûrs qu'il était le tueur qu'ils recherchaient, Luis Garavito continuait quand même à clamer son innocence. Mais cette petite mascarade n'a pas duré très longtemps car lorsque les policiers lui ont lu tous les détails des crimes qu'il avait commis, Luis Garavito céda. No, no, no quiero más.
Mais une simple confession ne suffisait pas aux autorités, il fallait qu'ils soient sûrs d'avoir capturé le bon monstre. Alors ils ont mobilisé toute la prison dans laquelle il se trouvait, ils ont fait faire passer des tests d'ophtalmologie à tous les détenus et seuls les résultats de Louise correspondaient aux problèmes qu'indiquaient les lunettes. Il boitait exactement comme l'avaient indiqué les chaussures. Ça c'est comme Cendrillon quand le soulier matche parfaitement bien avec son pied. Là c'est pas une princesse qu'on a trouvée, mais c'est une belle... Et enfin, dernière preuve irréfutable, l'ADN correspondait parfaitement. Officiellement, il fut condamné pour les meurtres de 138 enfants et a reçu la peine la plus lourde de l'histoire de la Colombie, 1853 années de prison et 9 jours. Et ce que je vais vous dire maintenant m'a tout autant choqué que l'histoire en elle-même, c'est-à-dire qu'en Colombie, à cette époque-là, peu importe le crime que tu avais commis et le nombre de fois que tu l'avais commis, la peine à perpétuité et la peine de mort n'existent pas et tu ne peux écoper que d'un maximum de 40 ans de prison. Et parce que cette merde ambulante a aidé la police à identifier et à trouver les cadavres des enfants qu'il avait lui-même trucidés, hein, vous avez pas oublié, il pourrait faire une demande de libération conditionnelle au bout de 20 ans. Non mais c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que ce gros FDP aurait pu sortir en 2023. Oui, je déconne pas, il y avait des chances qu'il puisse se promener aujourd'hui tranquillou dans les rues de Bogota. C'est hallucinant. Non mais tu te fous de ma gueule! Bien heureusement, il existe une justice dans ce monde quelque part et Luis Garavito est mort en octobre 2023 suite à un cancer. Merci! Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Alors je vous invite à laisser un commentaire pour me dire si ce genre de contenu vous a intéressé, si vous avez aimé ce genre de vidéo. À vous de me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi trouvé ça intéressant. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Soyez sages. Ciao!